Oui, c'est vrai. C'est bon. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Euh, C'est bon le son? Donc, bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être si nombreux avec nous et d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui comme c'est prévu. On va vous présenter le bilan des activités du programme de santé scolaire comme c'est prévu. Donc, un petit mot avant de commencer la présentation des bilans, les bilans de la santé physique, la santé bucco-dentaire et la santé mentale. Donc, chers collègues, nous tenons à vous rappeler l'importance cruciale du bilan de santé et du programme de santé scolaire, que ce soit le santé physique, santé bucco-dentaire ou santé mentale. Donc, ce bilan est une étape importante. Elle est fondamentale pour assurer le bien-être et la réussite scolaire de nos enfants. Je vais vous donner quelques points importants sur l'importance de ce bilan et de faire un bilan et de faire les analyses et sortir des recommandations. Donc, premièrement, c'est la détection précoce des pathologies. Un bilan complet permet d'identifier rapidement des problèmes de santé qui pourraient passer inaperçus, tels que des troubles de vue et de l'audition, des problèmes dentaires. Nous avons vu aussi le problème de l'obésité qu'on peut détecter précocement. Donc, et tous les signes de détresse psychologique, une intervention précoce est souvent plus efficace et peut prévenir des complications futures. Le deuxième point qu'on peut souligner, c'est le soutien à l'apprentissage. Donc, les problèmes de santé non traités peuvent affecter la concentration, le comportement et les performances scolaires des enfants. En détectant et en traitant ces problèmes, nous aidons les élèves à mieux se concentrer en classe et à tirer le meilleur parti de leur éducation. Un enfant malade ne peut pas suivre, ne peut pas concentrer. Donc, le troisième point à signaler ou à assigner, c'est la promotion d'une bonne hygiène dentaire. Les visites systématiques et l'éducation à une bonne hygiène bucco-dentaire sont essentielles pour prévenir les caries et autres problèmes dentaires qui peuvent causer des douleurs et des absences scolaires. Comme quatrième point, c'est la santé mentale et le bien-être de l'enfant ou de l'élève. La santé psychologique est tout aussi importante que la santé physique. Un bilan psychologique permet de repérer des signes de stress, d'anxiété, de dépression ou d'autres troubles qui peuvent affecter le développement émotionnel et social des enfants. Comme dernier point, c'est la réorientation et suivi personnalisé. L'évaluation, et c'est un point très important, une évaluation détaillée des bilans permet de réorienter les enfants vers des spécialistes si nécessaire et permet de nous orienter notre politique sanitaire. En assurant ainsi ces enfants reçoivent les soins appropriés, cela peut inclure des interventions médicales, des suivis psychologiques ou des aides spécifiques adaptées à leurs besoins individuels. Donc, il faut savoir que votre rôle dans cette démarche est essentiel. En tant que professionnel de la santé scolaire, vous êtes en première ligne pour garantir que chaque enfant bénéficie des meilleurs soins possibles. Donc, et je vous demande à partir de cette année, chaque wilaya va faire l'analyse de ces données et il faut sortir avec des recommandations à chaque wilaya. Parce que chaque wilaya a sa spécificité et ça c'est très important. Et après, nous allons faire un séminaire national qui va regrouper tous les coordinateurs de wilaya pour plus de détails et pour orienter nos politiques sanitaires.
Donc, nous allons ensemble, nous pouvons créer un environnement scolaire sain et favorable au développement global des élèves. Merci de votre engagement et je vous remercie pour votre attention. Sans trop tarder, je vais passer la parole d'abord à Dr Abada qui va vous présenter le bilan de la santé physique. Puis ça sera Dr Kahla qui va vous présenter la santé bucco-dentaire, le bilan de santé bucco-dentaire, et Monsieur Bouchendet pour vous présenter mentale. Euh, la santé mentale. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Dr Abed et je vous remercie. Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Je vous remercie d'être si nombreux à assister à cette visioconférence. Donc, sans plus tarder, je commence. Donc, c'est le bilan national de santé scolaire, en santé physique de l'année 2022-2023. Donc, pour le plan de la communication, c'est l'introduction, rappel des objectifs et des activités de la santé scolaire et le bilan. En introduction, la santé scolaire constitue un pilier essentiel de toutes les actions de prévention, de par la frange importante de la population qu'il couvre et d'autre part, la multitude d'activités qu'il comporte. Il contribue de façon efficace et continue à la prévention et à la promotion de la santé physique et mentale des enfants et des adolescents. Les activités. Les médecins de santé scolaire, donc le dépistage, donc les activités des médecins de santé scolaire, le dépistage, la visite médicale systématique de la population cible représentée par l'ensemble de la population scolarisée en préscolaire, en première année primaire, en quatrième année primaire, en première année moyenne, en quatrième année moyenne, en première année secondaire et troisième année secondaire. Le suivi et la prise en charge, l'UDS pour la prise en charge et l'orientation en consultation spécialisée. Toujours dans les objectifs, la vaccination des classes cibles, première année primaire, première année moyenne, première année secondaire, l'éducation sanitaire selon le calendrier communiqué par les parents. Donc, en sachant que l'éducation sanitaire est un volet important de la santé scolaire, c'est-à-dire parce que l'éducation, c'est la prévention, et c'est ce qu'on fait depuis le début de l'année avec des thèmes, c'est-à-dire qui sont établis par le ministère de la Santé et des journées mondiales auxquelles, c'est-à-dire on répond par les instructions, etc. Donc, les médecins de santé scolaire avec tous pas seulement les médecins, c'est toute l'équipe de santé scolaire qui se déplace au niveau des établissements scolaires ou parfois des séances qui se font au niveau des UDS pour sensibiliser les enfants et parfois même on fait appel aux parents pour atteindre une meilleure sensibilisation ainsi que le personnel, voilà, le personnel de l'éducation, enseignants, directeurs et autres. Ils sont tous invités à nos séances d'éducation. L'inspection et hygiène et salubrité au niveau des établissements scolaires et des cantines en collaboration avec les bureaux d'hygiène communales. Toujours aussi dans les objectifs, dans les objectifs de la couverture sanitaire par la visite médicale systématique, c'est-à-dire qu'on doit atteindre les 100%. Oui, c'est vrai. Comme l'a si bien dit Dr Bouslaha, les dernières, surtout qu'on a ciblé les classes, on a choisi des classes cibles pour avoir une visite médicale systématique de qualité et atteindre les 100%. Dépasser les 60% de prise en charge des affections dépistées en cours d'études avec le réseau de prise en charge spécialisé.
atteindre un taux de couverture vaccinale de 95%, contrôler au moins une fois par trimestre l'ensemble des écoles, c'est-à-dire au début de l'année, on voit l'hygiène et salubrité, après on contrôle si les recommandations ont été appliquées ou pas. Maintenant, le bilan annuel d'évaluation santé scolaire 2022-2023. Les contraintes rencontrées, quelques bilans étaient incomplets pour certaines wilayas. Les données de certaines wilayas ont été saisies de manière un peu incorrecte. L'état des lieux. Les lieux d'implantation des UDS. Donc, l'implantation des UDS, pour la majeure partie des UDS, qui sont implantés au niveau des établissements scolaires. Il y en a d'autres qui sont implantés au niveau des établissements de santé et d'autres des locaux dégagés par les collectivités locales. L'effectif de la santé scolaire. L'effectif de la santé scolaire par rapport au temps, c'est pas le temps de travail. En fait, il y a des médecins qui sont détachés que pour la vaccination, vu l'effectif qui est restreint pour certaines wilayas, et c'est pas le temps de travail. En fait, c'est la disponibilité à plein temps ou à temps partiel, mais ça va vers la diminution. On a remarqué qu'il y a plus de médecins pour la santé scolaire. Le taux de dépistage. Le taux de dépistage, donc le taux de dépistage des élèves de préscolaire a atteint les 99%. En primaire, il est de 81%. En moyen, il est de 82%. En secondaire, il est de 88%, avec un taux total de 83%. Mais il y a eu quand même une hausse par rapport à la décennie Covid, par rapport aux années de Covid. Voilà, si on compare, par rapport aux années précédentes, on remarque quand même une augmentation par rapport aux 2 dernières années, parce qu'on est allé vers la baisse entre 2018 et 2022, on est allé vers la baisse, mais maintenant, on recommence, c'est-à-dire qu'on est en train d'augmenter, c'est-à-dire augmenter les activités de santé scolaire. Maintenant, le dépistage et suivi des différentes affections. Les principales affections dépistées et le type de la prise en charge, c'est-à-dire qu'ils sont pris en charge en consultation à l'UTS ou est-ce qu'ils sont pris en charge dans les consultations spécialisées. Donc, on a noté le taux le plus élevé, c'est la baisse d'acuité visuelle. Donc, avec un taux, ça par rapport, le taux, il est par rapport aux enfants dépistés. C'est-à-dire, si on retourne à la diapo précédente, le taux, il est le nombre d'élèves qui ont une baisse de l'acuité visuelle qui est de 284 655 sur le nombre d'élèves dépistés. Le nombre total d'élèves dépistés qui est de 8 619 511. La deuxième pathologie dépistée, ce sont les difficultés scolaires. Ensuite, l'énurésie, obésité, anémie, asthme, déformation squelettique, strabisme et erreur en dernier lieu. C'est plusieurs pathologies qui peuvent donner à de la difficulté. Oui, dans la difficulté scolaire, c'est plusieurs entités en fait qui vont contribuer à l'atteinte de la difficulté scolaire. À l'atteinte de la scolarité surtout. Dépistage et suivi de la scoliose. Donc, le taux de dépistage de scoliose, il est de 0,47% et le taux de prise en charge, il est de 50%.
sur les élèves examinés, qui est de 8 619 511, on a 40 654 élèves dépistés et 21 238 élèves pris en charge, c'est-à-dire de 52. Taux de prise en charge globale par palier pour la scoliose. En primaire, c'est 46,36%. En moyenne, c'est 56%. En secondaire, c'est 55%. Pour le taux de vaccination par palier et par vaccin, on a pour la première année moyenne, la population cible est de 890 332. Le nombre d'élèves vaccinés est de 760 673, c'est-à-dire un taux de vaccination de 85,43% par le DPCA. Mais certaines wilayas ont vacciné par le DT pédiatrique et le taux était de 13,92%. Donc, si on additionne les 84 avec les 13, on aurait atteint l'objectif en matière de vaccination. Le taux de vaccination de la première année primaire, le taux de vaccination de la première année moyenne, il est de 85,12%. Par rapport à la vaccination polio, et 85,12%, ça va avec pour le DT adulte. En première année AS, le taux de vaccination est de 81,33%. Répartition des élèves rattrapés par palier. Pour le BCG, en deuxième année primaire, on a 79%. En VPO et DT pour la deuxième année, VPO et DT adulte pour la deuxième année, primaire, et c'est 73,2%. DT adulte, c'est 70,32%. Et vaccination ROR ou RR est de 73,42%. Ça, c'est bloqué. Il échappe. Je peux même pas faire échappe. Ah, c'est bon. Pour la deuxième année moyenne par rapport au DT, c'est de 74,02%. Pour le VPO, par exemple, et DT, c'est de 75,16%. Pour le ROR entre deuxième année AS, c'est de 72,02%. Pour ceux qui n'ont pas reçu le nouveau vaccin. Et oui, pour ceux qui n'ont pas reçu le nouveau vaccin, donc le rattrapage est fait systématiquement par le DT adulte. Donc, pour le contrôle d'hygiène et salubrité, vaccin. C'est vaccin. Pour le contrôle d'hygiène et salubrité, voilà. Pour le contrôle d'hygiène et salubrité, donc, pour l'effectif global, pour le nombre d'établissements global, pardon, le nombre d'établissements global est de 29 028, le nombre de cantines est de 16 632, le nombre d'internats est de 1263. Et la majorité, ils ont été contrôlés à 100%, donc c'est une bonne chose, très bien.
Voilà, je vous remercie. Et sans trop tarder, je passe la parole à ma collègue, Dr Kahla, qui va vous présenter le bilan bucco-dentaire. Et après la présentation de Monsieur Boudjinat, psychologue orthophoniste de Boumerdes, on fera, c'est-à-dire une séance de questions. Merci, je vous remercie. Merci. Chaque fois que vous faites la remarque sur place. C'est bien, Allez, partagez. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à nos chers collègues et confrères de par le territoire national. Sans plus tarder, je vais vous présenter le bilan national de la santé bucco-dentaire de l'année 2022-2023. Les données collectées étaient selon les anciens supports de la santé bucco-dentaire englobant les trois volets de dépistage, prise en charge et éducation sanitaire. On va commencer par le bilan du dépistage. Les classes cibles étaient les préscolaires et les premières années primaires seulement. Mais ces deux classes représentent à elles seules près d'1,2 million élèves scolarisés, inscrits, dont pratiquement 1 million ont été examinés. Donc, un taux de dépistage équivalent à 83%. Ces élèves examinés avaient un taux de 38% concernant l'hygiène inadéquate ou non acceptable, un taux de 47% pour les élèves ayant au moins une carie en bouche, un taux de 6% en moyenne pour la gingivite liée à la plaque dentaire et un taux d'environ 3% pour les pathologies ODF dépistées. Ce qu'on devrait noter ici, c'est l'effectif des classes cibles, quand même, qui est très, très important, qui représente à lui seul que pour
de ces deux classes, hein, pratiquement 10% de l'ensemble des élèves scolarisés, ce qui est quand même important. On notera également, et ce qui nous intéresse, nous, chirurgiens dentistes, pratiquement le plus, c'est de près d'un élève sur deux va présenter au moins une carie en bouche. Donc, je tiens à signaler également le fait que les pathologies ODF à ce stade-là ne sont pas vraiment dépistées de façon adéquate, faute d'examens complémentaires, et aussi l'ascendance des classes cibles, les préscolaires et première année primaire, dont les pathologies ODF généralement se voient un peu plus tard, sans examen complémentaire, bien sûr. Donc, on va insister sur la pathologie carieuse et on va noter que l'indice CAO, donc petit CAO pour la denture temporaire, est avoisinant les 2,4, voire 2,10. Ça veut dire qu'un élève va présenter minimum de caries en bouche. C'est en moyenne. Pour le préscolaire, il est presque à 2. Pour la première, il est presque à 2 également. Pour la denture définitive, il est quand même plus bas, donc moins d'un élève, d'une carie par élève. Donc, il y aura pas mal d'élèves qui ne vont pas présenter de caries en bouche, qui est quand même un bon signe, mais la dent de 6 ans, pour ces classes-là, n'est pas encore sur l'ARCAD. Donc, ce qui nous intéressera également pour la prise en charge plus tard. L'objectif, rappelons-le, pour l'OMS a changé pour l'indice carieux. Donc, à partir de 2020, on cible un indice CAO pour la denture de moins d'une carie, 5 chez les élèves à 12 ans. C'est-à-dire, si on englobe l'évolution de l'élève, à 12 ans, il va présenter un CAO dentaire inférieur à 2. Donc, nous, on dépasse un peu actuellement. Donc, il faudrait revoir le volet de l'éducation sanitaire et de la prise en charge. On va entamer la prise en charge, donc je vais vous présenter le bilan. Pour les préscolaires toujours et les premières années primaires, qui sont les classes cibles, les élèves reçus au cabinet dentaire, donc sur dentaire, représentent 46% des élèves ayant au moins une carie, parce qu'on rappelle par convocation les élèves ayant au moins une carie ou autre pathologie, bien sûr, mais ce tableau-là résume la carie dentaire. Ces élèves-là représentaient plus de 400 000 caries en bouche. Dont 24% ont été traités définitivement, 18% ont été traités temporairement, de façon provisoire, et près de 40% n'ont pas été pris en charge. En moyenne, on retrouvera une prise en charge totale de la bouche de l'enfant à 11% des élèves reçus au cabinet dentaire. Donc ici, si on résume la prise en charge carieuse seulement de 24% pour la denture définitive et de 18% pour la denture temporaire, ce qui est également important pour les classes préscolaires et première année, pour les soins temporaires. Parce que si on arrive quand même à maintenir la dent sur l'arcade pour les 2 ans à venir, jusqu'à 8 ans pratiquement, elle va tomber naturellement pour la denture temporaire. C'est quand même intéressant. Mais même en additionnant ces deux prises en charge, on est quand même inférieur à la moitié des dents cariées en bouche qui ont été traitées. Donc, on va passer pour la prise en charge du coût dentaire des classes autres que les classes cibles, ça veut dire les autres classes, par palier. Donc, on a pour le primaire 25% des élèves reçus au cabinet dentaire qui ont été pris en charge pour la pathologie carieuse. Pour le moyen, ça représente 15%. Pour le secondaire, représentant 16%. En moyenne, de 20% d'élèves qui se présentent a été pris en charge pour la pathologie carieuse. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait plus la distinction entre classes cibles et classes intercalaires, j'allais dire, ils sont pratiquement sur la même prise en charge. Et pour la gingivite, on remarquera que pour le primaire, la prise en charge était à 18, pour le moyen à 25 et pour le secondaire à 38. Concernant le suivi par traitement ODF réalisé au niveau du cabinet dentaire, il est à 4% pour le primaire, 5% pour le moyen et 8% pour le secondaire. On notera également le nombre d'extractions dentaires qui avoisine quand même presque les 30 000 extractions pour tout palier confondu.
Maintenant, si je rentre un petit peu dans le détail, pour la gingivite, vous remarquerez une prise en charge exponentielle par niveau. Et on jugera de l'incidence de la gingivite sur la denture permanente par rapport au nouveau support actuellement appliqué. Donc là, ça va se ressentir que l'élève, plus il va grandir, j'allais dire, et plus on va retrouver cette gingivite, et il faudrait lutter justement par le programme de l'éducation sanitaire. On remarquera aussi que le traitement ODF cabinet est pratiquement inférieur à 5%. Ça relève quand même de la spécialité, mais il y a quelques actes qui sont effectués au niveau des cabinets dentaires, notamment pour les extractions pilotées, on reviendra dessus peut-être plus tard, mais qui est, j'allais dire, inférieur aux objectifs euh, souhaitables. Il faudrait penser à avoir un réseau de prise en charge pour les pathologies relevant de cette spécialité. Pour les soins dentaires, donc pour le primaire, c'était à 25%, et pour le moyen et secondaire, on redescend un peu vers les 30, 15 et inférieur. Et puis, on remarquera aussi que pour le traitement de la denture temporaire et de la denture définitive, donc le traitement de la denture définitive, il est réalisé surtout par rapport à la dent de 6 ans. Donc, on essaie de la maintenir au plus longtemps sur l'arcade, même si c'est par obturation temporaire. Et puis, on va passer donc à la part du lien, j'allais dire, du programme de la santé bucco-dentaire, qui est l'éducation sanitaire, hein, quand même, ce qui va nous éviter pas mal de soucis. Et là, le bilan, on parlera de sensibilisation pour le primaire, selon les anciens supports. Bon, actuellement, ça a été regénéralisé à tous les sphères, donc des élèves scolarisés, tous les paliers. Mais selon l'ancien bilan, c'était pour le préscolaire, l'éducation sanitaire par séance théorique avoisinait les 70%, voire 60% pour les préscolaires et première année primaire qui étaient les classes cibles, et ça diminue crescendo par rapport aux autres classes. Pour le brossage au lavabo également, il y a moins de 40% des élèves pour le préscolaire, à peu près 30% pour le première année primaire qui ont réalisé leur brossage au lavabo, et également on diminue au fur et à mesure qu'on va passer aux autres paliers. Donc là, il faudrait, c'est-à-dire actuellement avec les nouveaux supports, les classes cibles ont changé. Donc l'éducation sanitaire va toucher tous les paliers, et de la même façon pour le même objectif qui est de 100% pour le brossage dentaire au lavabo, et ainsi que pour l'éducation sanitaire sur c'est-à-dire séance théorique ou phrasale. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous présenter de ma suite le bilan, ou bien la synthèse nationale du bilan de l'activité de santé mentale en milieu scolaire. Donc, je tiens d'abord à remercier les wilayats qui ont adressé leur bilan dans les meilleurs délais et dans la meilleure conception escomptée. Et puis, je profite de l'occasion pour
justement inciter les autres wilayats de ne pas de ne pas sous-estimer le travail qu'ils font et par conséquent, il faut qu'on adresse quand même des bilans de la santé mentale qui est un volet très, très, très important en milieu scolaire. Alors, pour faire vite, je vais commencer par la wilaya de Béjaïa, qui a en fait le plus de détails par rapport à l'activité de santé mentale, puis Alger, Tizi Ouzou, Boumerdès, Douai et Médéa. Bon, pour ne pas tarder aussi, on va un peu jeter l'œil sur la spécificité de la santé mentale au milieu scolaire. Est-ce que l'écran est partagé? Très bien, super. Alors, très bien. Alors, on va vous donner quand même les différentes pathologies de santé mentale dépistées et prises en charge par l'ensemble du personnel de santé mentale en milieu scolaire. On commence par la dyslexie qui prend de l'ampleur, alors à une cadence vraiment importante. C'est par rapport aussi à la qualité de dépistage de ce problème-là qui a été anciennement vu d'une manière clinique, mais maintenant on doit faire quand même un travail sérieux dans le diagnostic de la dyslexie parce que c'est un problème neurodéveloppemental spécifique. C'est pas tout enfant présentant une difficulté scolaire va être d'emblée casé dans la case de la dyslexie. Alors, je lance aussi un appel pour nos confrères et consoeurs, les collègues aussi, psychologues, qui doivent faire quand même un travail de pointe et un diagnostic objectif de la dyslexie. On voit aussi le retard scolaire qui avoisine les 35 000 cas. En fait, c'est par rapport aux données qu'on a. Hein. L'échec scolaire aussi, qui fait la différence entre l'échec et la difficulté scolaire, c'est par définition, une difficulté scolaire, c'est l'enfant qui trouve une difficulté à parcourir le cursus académique de son âge. Quant à l'échec scolaire, c'est l'enfant qui n'arrive pas à surpasser 2 années de suite en même classe. C'est le dépistage de pointe aussi par rapport au trouble ou bien à l'anomalie de l'échec scolaire. On a aussi le bégaiement qui avoisine les 14 000, la phobie qui avoisine les 13 000 aussi, l'anxiété générale. Je sais que la circonstance qui a précédé la COVID a laissé quand même des séquelles de l'anxiété qui se voient vraiment d'une manière remarquable la statistique. Les addictions qui ont aussi pris de l'ampleur ces 2 dernières années, mais on a quand même une bonne chose qu'on va voir en tout cas tout à l'heure. L'agressivité, le TDAH aussi, c'est un problème très, très sérieux du dépistage en milieu scolaire. Parce qu'on trouve des enfants qui sont dépistés d'une manière comme ça, clinique, par rapport à la panoplie de troubles ou bien des anomalies que présente ce genre d'enfant, mais le TDAH est un diagnostic aussi sérieux. Ce n'est pas aussi évident qu'on fasse le diagnostic du TDAH cliniquement. Le TSA aussi, le retard mental et les problèmes alimentaires, pardon, l'anorexie et la boulimie, l'énurésie aussi, c'est un chiffre très, très, très alarmant par rapport à ce qu'on a reçu comme statistique des 13 wilayats enregistrés. L'endoprésie et autres qui représentent le chiffre le plus élevé, estimé à 45 000 cas. Très bien. Alors, le parcours des élèves dépistés de l'année 2022-2023, on a le total, c'est de 180 000 enfants dépistés en matière de santé mentale
Élèves suivis à l'UDS, c'est 104 000 enfants suivis au niveau des UDS. Les élèves orientés en consultation spécialisée, il avoisine le chiffre 4 763 élèves. Apparemment, ils ont aussi partagé. Oh mon Dieu. Vous êtes en train de partager. Non, non. كيف فشل؟ Il faut s'excuser auprès des présents. Ah, Il faut s'excuser auprès. oui. Est-ce que c'est bon? Oui, juste une partie. D'accord. Est-ce que c'est bon comme ça, mes chers collègues? On peut? Enfin, on s'excuse pour cette petite anomalie. On va reprendre en tout cas. On va faire un peu vite. Est-ce que celle-là a été reçue, cette diapo, pour l'assistance? Je pense qu'il faudrait. Je refais. Très bien. Alors, je refais, sans problème. Avec plaisir même. Alors, les différents troubles de santé mentale dépistés en milieu scolaire de l'année 2022-2023. On a la dyslexie, qui avoisine les 8 000 cas, le retard scolaire, qui avoisine les 35 000 cas, l'échec scolaire, qui avoisine les 33 231. Le bégaiement, c'est 12 473. L'anxiété générale, c'est 12 281. Les addictions, 4 790. Le TDAH, les 4 931. Le TSA, il avoisine des 4 000 aussi. Le retard mental, il avoisine les 3 000. L'anorexie et la boulimie, c'est des problèmes de conduite alimentaire qui avoisinent les 3 000 cas. L'énurisé qui a pris de l'ampleur cette année, qui passe du chiffre de 12 000 pour atteindre le chiffre de 14 479 cas. Oncoprésile, c'est un chiffre plus ou moins, c'est-à-dire stable, et les autres, il avoisine les 45 000 cas. Très bien. Alors, le parcours des élèves dépistés de l'année 2022-2023 en matière de santé mentale. Le total est estimé à 180 000 enfants ou bien élèves plutôt. Les élèves suivis à l'UDS, c'est 10 000, non, c'est 100 000 élèves. Les élèves orientés en consultation spécialisée, c'est 21 273. Les élèves avec retour, justement, de la consultation spécialisée, c'est-à-dire, il faut vraiment mettre le point à le retour de la consultation spécialisée. Ce n'est pas aussi suffisant d'adresser un enfant en consultation spécialisée. On ne fait pas l'accompagnement pour voir est-ce que l'enfant d'ailleurs a été pris en charge par la consultation spécialisée ou bien non. Parce que ça va devenir aussi un cas de plus l'année prochaine. On attend toujours, c'est-à-dire on incite les parents ou bien les enseignants quand on leur laisse des orientations ou bien des convocations de faire l'appui sur l'importance que l'enfant ADS soit vu par c'est-à-dire adressé par la consultation spécialisée. Oui, bien sûr, oui, il fait partie. Et quand on perd l'enfant en consultation spécialisée, on l'a perdu justement du système de prise en charge. Voilà, si on le perd, on suit, c'est-à-dire en consultation spécialisée, c'est bon, c'est un enfant perdu. Il va revenir l'année prochaine pour présenter le même trouble, le même problème, et peut-être avec une plus ampleur. Voilà, les élèves suivis en externe, c'est un chiffre très très limité par rapport à ce qui a été fait par le suivi à l'UDS. C'est 2281 élèves suivis en externe. Enfin, en externe, c'est peut-être le privé. Hein. Alors, les troubles les plus fréquents, on voit par exemple le retard scolaire, qui est en jaune, clair.
c'est 34 918 élèves. C'est le taux le pourcentage, c'est 39%. 39% des élèves dépistés en santé mentale en milieu scolaire présentent un retard scolaire. Bon, le retard scolaire, c'est un problème qui n'est pas vraiment un problème sérieux par rapport à la scolarité. Mais quand on parle justement de l'échec scolaire, qui est le deuxième chiffre, l'échec scolaire, c'est 23 614 enfants, c'est le taux de 26% d'enfants présentant un échec scolaire. On sait bien que ce trouble-là est un trouble très, très lourd par rapport à ce qu'on voit dans l'ensemble de l'activité du personnel de la santé mentale en milieu scolaire. Alors, on a aussi l'énurésie qui présente 19 232 cas, 22%, et le bégaiement, c'est 11 923, c'est l'équivalent de 13% des affections psychologiques dépistées. Alors, on va faire une petite comparaison. C'est la courbe évolutive des troubles en cadence. On retrouve la dyslexie en 2021-2022, elle était à 5 342. La dyslexie en 2022-2023 a augmenté pour atteindre 8 534. Le retard scolaire en 2021-2022, on a noté 31 291, mais en 2022-2023, on note 39 354. L'échec scolaire, à son tour aussi, a pris le crescendo. L'échec scolaire en 2021-2022, on avait 30 276. Mais en 2022-2023, on a reçu 35 931. En tout cas, les troubles les plus fréquents prennent la cadence en haut. C'est quelque chose de très important. Alors, ce qui est bien par rapport au bilan de la santé scolaire, c'est-à-dire santé mentale en milieu scolaire, c'est les addictions. Vous pouvez voir quand même la courbe. Elle n'est pas partagée, cette courbe, non? Si, non, non, la courbe. Ici, non. Très bien. Si vous voyez la courbe, très bien, c'est ça. Alors, la courbe des addictions, et plus spécialement des addictions aux écrans. Alors, ici, on peut voir quand même l'importance de l'éducation sanitaire qui a vraiment cueilli des résultats très, très positifs par rapport à l'addiction, et plus spécialement les addictions aux écrans. En 2020-2021, on note plus de 10 000 cas d'addiction. En 2021-2022, le chiffre a atteint 6 973. En 2022-2023, on est à 5 300. Quand même, la courbe a pris quand même, c'est-à-dire... oui, c'est-à-dire, oui. On note, en fait, 213 000 interventions, c'est-à-dire de sensibilisation par rapport aux addictions des écrans, avec le total d'élèves avoisinant les 9 millions d'élèves qui ont bénéficié de ces séances de sensibilisation. Eh ben oui, c'est un point positif, je l'ai laissé en dernier pour terminer, à part un petit plus, et merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Donc, on va,
Donc, on va analyser. Selon les commentaires, on s'excuse. Apparemment, les diapos de la présentation santé bucco-dentaire n'étaient pas au point. Donc là, je vais refaire quand même rapidement pour l'audience. J'espère que vous recevez. S'il vous plaît, dites-moi si ça passe. D'accord. Alors, rapidement, je préfère. Merci. Donc, la présentation du bilan 2022-2023, j'avais commencé par le dépistage qui concernait les classes de préscolaire et de première année primaire, avec un taux global de 83% d'élèves examinés, sur un total de près d'1,2 million élèves inscrits, ce qui représente quand même un chiffre très important. C'est 10% de la population des élèves scolarisés, rien que pour ces deux classes. Donc, avec un taux de 38% d'hygiène non acceptable, 47% d'élèves présentant au moins une carie en douche. Non, chez moi, il est partagé. Je préfère suivre ici. Voilà. Donc, je suis en parallèle des commentaires. Voilà. Donc, oui, merci. Et donc, la gingivite représentait 6% et 3% pour les pathologies ODF. J'avais souligné que pour les pathologies ODF, pour les classes préscolaires, première année dentaire, était très difficile à diagnostiquer à cet âge-là sans examen complémentaire, peut-être d'où le chiffre un petit peu bas. La gingivite également, parce que l'élève est en tenture temporaire et lié à la plaque ou lié aux mésaventures, j'allais dire, de la dentition, et c'est un peu également flou à distinguer. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est les 47% d'élèves ayant au moins une carie, qui représentent quand même près d'un élève sur deux qui va avoir une carie dentaire en bouche, ce qui est vraiment très important, hein. Les indices CAO, justement, pour refléter la prévalence carieuse, elle est pratiquement de 2 caries par bouche d'enfants. Et l'OMS, à partir de 2020, a revu ses objectifs pour avoir un CAO moyen, donc de dentition, inférieur à 1,5 chez l'enfant à l'âge de 12 ans. Donc, il faudrait peut-être revoir aussi l'éducation sanitaire pour les âges précoces, c'est-à-dire avant 5 ans, avant qu'on les reçoit, et redoubler d'efforts pour la prise en charge et l'obturation des dents cariées, que ce soit en denture temporaire ou en denture définitive, bien sûr. Pour la prise en charge des classes cibles, des élèves de classe cible, on était à 46% d'élèves reçus au cabinet dentaire. Donc, ce qui est quand même une bonne moyenne par rapport au nombre d'élèves ayant au moins une carie, ayant reçu leur convocation. Ça représentait près de 400 000 caries à traiter, dont 24% étaient traités définitivement au cours de l'année, 18% étaient traités provisoirement. Et donc, non encore traité, resté à 40%, près de la moitié. La prise en charge globale de l'élève ayant fini la totalité de ses soins dentaires reste inférieure aux objectifs, elle n'est que de 11%. Donc, si je commente pratiquement l'obturation définitive et l'obturation provisoire,
Ce qui nous intéresse également pour la quittance, j'avais souligné tout à l'heure que l'opération provisoire pour les dents vouées à l'extraction, c'est-à-dire naturelle, enfin, c'est une denture temporaire qui va changer à l'âge de 8 ans. Donc, si à 6 ans, je maintiens une dent avec une denture temporaire qui va changer à 8 ans, 2 ans de soins temporaires, c'est faisable. Donc, mais on reste en deçà de nos objectifs. La moitié des carines n'ont pas été traitées durant l'année. Donc là, on va passer aux autres classes non cibles et j'avais souligné que 25% du primaire, 15% du moyen et 16% du secondaire ont été pris en charge pour la pathologie carieuse qui rejoint à peu près la moyenne des classes cibles. Donc on ne fait pas de différence. Et puis ça représente quand même 20% de la population. L'objectif est moindre. Hein. Pour la gingivite, on constate quand même l'augmentation de 18, 25 à 38% par rapport au palier. En moyenne, elle est de 24% de traitement gingivite. Pour le traitement ODF, elle est que de 5%. J'avais souligné également les dents bouées à l'extraction. On a pratiqué 30 000 extractions, dentures temporaires et définitives comprises. Donc, j'avais quand même fait le rapprochement entre le fait que le traitement ODF relève de la spécialité, donc même si on fait quelques soins au niveau du cabinet dentaire, ça reste faible. Puis même la prise en charge spécialisée, elle est également faible. Pour le traitement donc de la carie dentaire, le primaire a eu la part du lion, donc à 25%, un petit peu moins pour le moyen et pour le lycée, qui n'était pas accessible. Et pour la gingivite, quand même, là, c'est exponentiel la prise en charge et ça va avec l'incidence, j'allais dire, de la gingivite qu'on va retrouver pratiquement cette année selon les supports. Maintenant, on va vraiment comptabiliser par rapport au quatrième année primaire, par exemple, c'est-à-dire l'évolution de la gingivite. Et puis l'efficacité de l'éducation sanitaire, dont je vais présenter ici le bilan du primaire. Ça touchait les classes de préscolaire jusqu'au 5e année primaire. Et ça représentait près de 68% et 63% pratiquement pour des séances de, c'est-à-dire brossage théorique, et moins de 40% et de 30% pour les préscolaires première année pour le brossage au lavabo, donc la séance pratique. Donc les classes cibles étaient quand même mieux loties, hein, j'allais dire en éducation sanitaire, et puis on a diminué un petit peu par rapport aux autres classes qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie des classes cibles. Et puis, nous avons une présentation des années scolaires pour comprendre les évolutions des activités scolaires. Alors, pour les activités de santé scolaire par année, c'est-à-dire comparatif par année, le bilan bucco-dentaire des années Covid, j'allais dire, est presque nul. Hein, donc, la prise en charge, ça n'a pas été fait. On a pratiquement, on n'a pas suivi la cohorte, en fait, parce que c'était 5 années de prise en charge. Et puis, le comparaison de cette année par rapport à l'année précédente, il y a une amélioration plutôt nette hein, par rapport à la prise en charge. Et puis, on va vous présenter le bilan de cette année. Donc, ça va être mieux parlant et moins comparer 3 années consécutives. Je pense que ça sera plus intéressant. Maintenant, derrière, en moyenne, le risque, c'est pour les dents temporaires ou définitives. En fait, c'est pour les deux. Le CAO est global. Donc, CAO-D/D, ça veut dire le nombre de caries en bouche, peu importe que ce soit une denture temporaire ou une denture définitive. Donc, si vous avez d'autres questions, on répondrait plus tard. Non, j'avais juste spécifié par rapport à... Merci beaucoup et je vous remercie. Donc, avant tout, je remercie mes collègues pour leur présentation et on passe tout de suite aux questions. Donc, je vais vérifier dans le chat. Ou s'il y a quelqu'un qui S'il y a quelqu'un qui veut intervenir directement, il n'a qu'à lever la main. Pour le moment, il n'y a pas. tu bloques à finaliser. C'est ça.
Non, c'est pas du parcours, c'est le choix. Là, il voulait dire avec. Arrêtez de S'il y a quelqu'un qui veut intervenir, il n'a qu'à lever la main. On n'a pas levé la main. Sinon, on répond aux questions qui sont. Oui. Quelle est les questions au message? Oui, bien sûr. Par rapport à la santé physique, on va de la santé volontaire, on va faire des secondaires. Pourquoi pas? En ce qui concerne la comparaison des activités de santé scolaire, je vais repartager la slide. Je vais la repartager tout de suite dans ma présentation. Pour la comparaison, on a pour le préscolaire, pour l'année 2017-2018, l'activité était de 93,48%. Ensuite, on a une baisse durant les années de Covid, de 2019 à 2022. Puis, on a une hausse pour l'année 2022-2023. Donc, on a une hausse pour toutes les activités de santé scolaire de l'année 2022-2023, sauf pour le primaire. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est la slide qui représente la comparaison. Je dois demander la comparaison entre les années. Le global, 83, c'est le global, 83%. Par rapport aux autres services. Ça a diminué à cause de la Covid, l'infection Covid-19. 2022-2023. De 2018 à 2023.
2022. En plus, après 2022-2023, on est parti vers la hausse. Et cette année, on aura plus de hausse parce qu'on a ciblé les classes pour une meilleure qualité de dépistage. On a ciblé, oui. On a ciblé cette année. Oui, normalement. Oui. Non. Il y a une petite différence là. D'accord. Pas trois. Là, toutes les classes. Les scolaires. Non, c'est pas. Les classes, c'est vrai. Pourquoi on insiste sur le préscolaire première année? Il ne faut pas détailler, c'est les experts qui ont demandé ça. C'est en fonction des pathologies et c'est selon des bases scientifiques. Là, je dis non, il y a des questions. Directement. Beaucoup de questions. J'ai insuffisant pour la prise en charge bucco-dentaire. Elle est plus intéressante. Allez, je les questions. On va répondre. Budget insuffisant pour la prise en charge bucco-dentaire. Le budget n'intègre pas de nom. Budget insuffisant pour la prise en charge bucco-dentaire. Le budget ne dépend pas de. Je vais juste répondre à quelques questions qu'on a reçues en chat. Par rapport aux objectifs du programme, cette année, le bilan va être présenté à la rentrée pour les nouveaux supports, parce qu'on avait fait quand même des séances de travail l'année passée, on avait relancé le programme bucco-dentaire, on avait revu les classiques, il y a beaucoup de travail qui a été effectué. Donc là, on aura le bilan de cette année à évaluer, à comparer par rapport aux années précédentes. Et les objectifs restent quand même, j'allais dire, pour cibler le maximum. Donc si on a ciblé les classes, il faudrait avoir au moins un dépistage conséquent. La prise en charge, donc par rapport aux commentaires, j'ai lu pas mal de questions par rapport au manque de moyens. Donc là, on souffre tous, je vous rassure, par rapport au manque de moyens. Mais il y a une réflexion justement par rapport au circuit de prise en charge qui, normalement, début d'année, Inch'Allah, pourra avoir, c'est-à-dire impliqué. On pourrait éventuellement faire un circuit de prise en charge. Aussi, par rapport à l'éducation sanitaire, j'ai vu pas mal de questions qui sont revenues par rapport à la fréquence et par rapport au calcul. Donc, en fait, sur le Calvin, ancien Calvin, on demandait à ce que l'élève ayant reçu une éducation sanitaire soit comptabilisé une seule fois. Donc, peu importe le nombre de fois qu'on l'a sensibilisé. Et pour que ça soit efficace, il faudrait que ça soit récurrent. Donc, dès qu'on a l'occasion, on sensibilise. Il y aurait peut-être éventuellement une réflexion à faire pour un programme de sensibilisation. On pourrait éventuellement en parler, en discuter dès la rentrée, des commentaires. Alors, pour les classes cibles qui ont augmenté au dépistage, donc la prise en charge pourrait éventuellement diminuer. J'attendrai quand même de voir les bilans pour pouvoir, c'est-à-dire commenter en parallèle. Je peux comprendre que le temps manque. On a vu que pour 2 classes, quand même, c'est équivalent à 1 million d'élèves et la moitié représente une carte dentaire rien que pour 2 classes. Donc, il faudrait avoir
jamais faire la politique de ces moyens en parallèle. Et puis, il faudrait savoir peut-être orienter ces moyens. Puisque notre objectif, c'est quand même la dent de 6 ans. Donc, si on fait un effort et on a peu de moyens, il faudrait se concentrer sur la nature définitive et sauver le maximum de dents de 6 ans. Donc, éventuellement, la prise en charge par des pansements ou des obturations temporaires, comme j'avais expliqué tout à l'heure pour la denture temporaire, qui pourrait, à 7 ans, voire à 8 ans, changer c'est-à-dire sans difficulté autre que la carrière. Je sais pas. Voilà. Pour les autres pathologies, par contre, il faudrait envoyer dès précocement pour une prise en charge, surtout l'ODF, on sait les conséquences que ça a. Et puis, on est là pour répondre éventuellement à d'autres questions. Et je vous remercie. Toujours dans le oui, bien sûr. Bien sûr. Toujours dans le cadre de l'absence des moyens, les tests. Oui, justement. Alors, rebonjour. Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions par rapport à la santé mentale en milieu scolaire. Alors, il y a une question qui dit que comment vous faites pour faire le diagnostic des addictions. En tout cas, on a les différents moyens de parmi, c'est la clinique, qui n'est pas vraiment un moyen objectif, mais elle a aussi des questionnaires adaptés, universels, qu'on peut utiliser dans la détection des différentes pathologies liées aux addictions, aux écrans, surtout pour les psychologues et les orthophonistes assurant cette tâche en milieu scolaire. Mais les addictions aux substances, il y en a aussi, enfin, dans les différentes wilayas, il y a des centres intermédiaires de santé et d'addiction, il y a aussi les consultations de pédopsychiatrie et pourquoi pas la psychiatrie s'il y a nécessité. Bon, pour les canevas, aussi on a une question pour les canevas, on n'a pas encore un autre canevas à vous présenter, c'est les mêmes canevas qu'on a l'habitude de renseigner ces 2 dernières années. Il y a une petite modification par rapport au cas du nouveau cas et ancien cas, reçu et délisté à l'UDS. Pour les classes cibles en santé mentale, on n'a pas de classe cible en santé mentale, c'est toute classe confondue. Une réponse par rapport à la question de l'éloignement des rendez-vous en matière de santé mentale, il faut noter que le nombre de psychologues exerçant en milieu scolaire est insuffisant. Alors, c'est pour ça que les rendez-vous ou bien les séances de suivi et d'accompagnement sont éloignés. Et notamment l'orthophonie. Hein. On n'a pas vraiment assez d'orthophonistes en santé scolaire, enfin, en santé en général. Hein. Le manque de moyens techniques, oui, c'est un manque qui n'est pas spécifique. Mais quand il y a une question par rapport aussi à l'autisme, on a noté un chiffre très très important, les slides qu'on avait présentés tout à l'heure. On a 2981 enfants autistes présentant un PSA diagnostiqué d'une manière bien sûr objective, qui sont suivis au niveau des UDS, même les enfants autistes qui ne sont pas scolarisés. C'est un point aussi à noter. Il y a des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de scolarité, qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, qui sont suivis au niveau des UDS. C'est des cas externes qui sont suivis au niveau des UDS. Voilà, merci. Je vais essayer de questions. La note pour le suivi, on va dire dans l'estimation, par exemple, Concernant la note de la saison estivale, la note a été envoyée et avec la note, il y a
y a le canevas de suivi de la saison estivale où vous devez noter l'activité qui est faite durant la saison estivale. Voilà. Toute l'activité, le rattrapage de vaccination, le suivi et la prise en charge, et notamment le suivi des élèves que vous avez reçus durant la période des examens. Vous avez reçu des cadeaux durant la période d'examen et que vous devez suivre et voir les examens complémentaires que vous avez demandés. Oui, 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 bien sûr. On peut répondre sur la plateforme après. D'accord. En ce qui concerne la plateforme, donc on a eu des soucis de connexion, mais on est en train de revoir. Il y a la wilaya de Renchla qui travaille très bien sur la plateforme, mais qui serait peut-être une wilaya pilote. Voilà. Oui, oui. Le canevas a été envoyé depuis le début de l'année. Oui, on a envoyé depuis le début de l'année. Je demande au chargé de programme des DSP de m'envoyer leurs coordonnées, s'il vous plaît. Normalement, si on veut, est-ce que vous avez d'autres questions avant de clôturer? Donc, je cède la parole au professeur Tanzania. Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait durant l'année scolaire 2023-2024. Madame Bismaha a voulu organiser des conférences afin de vous présenter le bilan de l'année dernière pour un petit peu suivre l'évolution par rapport à ce qui va être fait cette année. Mais néanmoins, j'ai discuté avec elle pour pouvoir un petit peu donner certaines recommandations par rapport à l'année prochaine. En tous les cas, vous avez vu un petit peu par rapport aux directives, par rapport aux directives de la Direction générale de la prévention, c'est qu'au début de l'année, nous avons décidé tout d'abord de faire, comment dirais-je, du programme de santé scolaire un programme efficace. Efficace par rapport à la couverture sanitaire des élèves. Et vous avez vu que nous avons changé les supports et on s'est dit, au lieu de faire l'examen de dépistage de l'ensemble des élèves qui sont scolarisés au niveau de chaque wilaya, on est revenu sur la notion de dépistage classique. Et cela pour accorder une importance particulière à la qualité de dépistage. Pour que vous voyez à l'aise chaque élève. Donc, je vais essayer de vous donner ces recommandations par chapitre. Oui. Mentionner qu'on a procédé au volet de la formation, toujours dans la qualité. Oui, tout dans le cadre en matière d'activité physique. Activité physique, je peux oublier le taux de couverture d'année en année, pratiquement qui a, à cause de la Covid, qui a diminué, par rapport aux indicateurs, au réseau de la Covid, mais à partir de 2023 ou 2024, normalement, on devait revenir au taux réel. Et une des premières recommandations, c'est que du moment que nous avons maintenant des classiques, il est inadmissible d'avoir des taux bas. Il faut atteindre l'objectif. C'est-à-dire que vous avez des classiques en baigner. Moi, je suis le taux de 100%. Donc, la recommandation a été donnée par Dr. Abada.
c'est que si vous avez des élèves que vous n'avez pas examinés, profitez de l'occasion, la saison, la période, essayez de reconvoquer les élèves, vous la convoquer pour pouvoir les examiner et les admettre. Donc, en matière d'indicateurs, il va y avoir une évaluation par rapport à ça. Deuxième, par rapport à la prise en charge. Dr Bouslaha avait mis en place un groupe de réflexion au niveau de la direction générale de la prévention et on est en train de travailler pour améliorer le réseau de prise en charge. Voilà, c'est une instruction de M. le ministre de la Santé durant l'année passée où il demandait d'améliorer la prise en charge. Il a eu quand même l'information que la prise en charge, le taux de prise en charge et la qualité de prise en charge est insuffisant par rapport à la santé scolaire. Donc le groupe qui est en train de travailler, Inch'Allah, d'ici la rentrée scolaire, Inch'Allah, vous aurez des instructions dans ce sens pour pouvoir vous donner les recommandations par rapport au nouveau circuit de prise en charge. Ça, c'est très important. Donc, vous n'aurez pas assez beaucoup d'élèves pour examiner, donc vous allez vous occuper un petit peu de la prise en charge, chacun dans sa wilaya. En fonction des moyens disponibles, bien sûr, il ne va pas vous demander de faire la prise en charge. Exactement. Allez, deuxième. Troisième, par rapport toujours dans le cadre d'activité de santé scolaire. Faites par rapport à comment dirais-je là, aux activités de dépistage. Les pathologies dépistées, comme les traitements qui se répètent d'année en année, néanmoins, cette année, il y a eu, si vous avez remarqué, qu'il y a eu beaucoup de visioconférences que l'on avait organisées dans le cadre du programme de santé scolaire, et il y a eu beaucoup de formations par rapport aux activités. Par l'activité cardiovasculaire, l'ophtalmologie, vous allez faire l'activité du sport, l'endocrino, l'obésité. Vous avez vu, parce qu'au fait, comme vous le savez, il y a, oui, exactement, dans le cas de la continuité, exactement, pour vous donner un peu plus, comment dirais-je, pour se focaliser beaucoup plus sur l'éducation sanitaire. Donc, je reviendrai par rapport à l'éducation sanitaire à un terme. Alors, par rapport à l'activité physique, deuxièmement, par rapport à l'activité bucco-dentaire. Santé bucco-dentaire, Dr Khala nous a présenté le bilan, mais riche. Madame Zahra, je vois que vous êtes avec nous, que vous avez fait des suggestions par rapport au classique, etc. C'est vrai, même si le classique maintenant est le nouveau support, peut-être que maintenant je vais revenir sur une plateforme. Mais je sais que toujours vous répétez la même problématique car les budgets. Comme vous savez, ces derniers temps, on est en train de travailler sur le budget programme. Et de nous avons soulevé cette insuffisance. En fait, le budget qui est alloué à la santé scolaire ne permettra pas de prendre en charge l'ensemble des élèves dépistés, que ce soit surtout au milieu bucco-dentaire, qui nécessite des moyens plus importants que le dépistage dans le cadre d'activités physiques. Donc, dans ce cas-là, nous sommes en train de travailler avec la direction des finances pour voir un petit peu le budget programmé. On va voir peut-être pour chaque PSP qui va avoir, nous sommes en train de faire un petit exercice de simulation combien il devait coûter la gestion d'un programme type comme santé scolaire avec des 3 activités TAO, où Inch'Allah, chaque PSP aura en principe le budget nécessaire pour prendre en charge les élèves de sa circonscription. Ça, c'est très important. En plus, bien sûr, du décret exécutif qu'on est en train de travailler pour changer, en fait, d'aller vers l'avant. Et c'est plus étudié maintenant les secteurs, comment on appelle les secteurs de santé, les secteurs de santé de dépistage. Maintenant, on aura un cadre plus élevé à l'éducation nationale. Là, aussi, ils vont encore multiplier le budget, etc. Et on verra avec l'éducation. Est-ce que c'est nous qui allons donner le budget pour la prise en charge, ou là, au moment, ils vont aussi contribuer d'une manière ou d'une autre. Allez, par rapport à la... Oui. Les spécialités. Oui, la formation pour
prise en charge de la spécialité. Il y a aussi un programme. Oui, oui. On est en train de faire. D'accord. De toute façon, je reviendrai vers la formation après. Le troisième point, c'est par rapport à la santé mentale et la santé psychologique. Notre collègue qui est en train de nous aider par rapport à ce programme, c'est vrai, c'est une activité qui est très importante, surtout maintenant avec les violences, avec tout ce qui se passe, avec les addictions et tout ça. Aussi, nous devons aussi améliorer les connaissances des psychologues, surtout pour l'orientation des élèves pour une prise en charge psychologique si c'est nécessaire. Le quatrième point, ça a été cité dans vos commentaires, la plateforme. En fait, peut-être Dr Abada a parlé de la plateforme. C'est vrai, depuis l'année, nous avons initié une plateforme de santé scolaire et que malheureusement maintenant, elle n'est pas encore généralisée. Et un des premiers problèmes qui a un petit peu ralenti cette mise en œuvre de cette plateforme, c'est la connexion. On a eu des soucis ici avec l'hébergement du site et notamment la connexion. كانت تحبس وتحاول تتفلع mais maintenant elle est ouverte, vérifier avant de venir, elle est ouverte. Donc nous allons relancer encore. Nous allons relancer, on est en train de travailler comme avec, vous avez travaillé avec la Wilaya de Khouchna qui travaille bien. Inch'Allah, d'ici le séminaire qu'on va organiser, le séminaire d'évaluation pour l'année scolaire écoulée, qui aura lieu à partir de septembre, Inch'Allah. On va vous donner du nouveau par rapport à cette plateforme. Peut-être on va réserver une demi-journée par rapport à cette plateforme lors de ce séminaire pour vérifier ce qui manque pas ou d'ailleurs. Anna, je voulais peut-être parler beaucoup de l'éducation sanitaire. L'éducation sanitaire, pour nous, c'est très important. Vous voyez qu'il y a beaucoup de maladies qui nous guettent, notamment l'obésité, les addictions et tout ça. Maintenant, à partir de l'année prochaine, Inch'Allah, en principe, ça va être dans les recommandations pour l'atelier qu'on va organiser, ça va être, on va vous demander un bilan concernant l'éducation sanitaire. Ça, c'est très important pour vous. On va vous donner un bilan quantitatif et qualitatif. Ce que vous avez fait au niveau de vos wilayas par rapport à l'éducation sanitaire. Ça, c'est très important. S'il y aura, par exemple, de la sensibilisation sur l'obésité, on va vous demander combien vous avez sensibilisé d'élèves, par exemple. Combien vous avez organisé de séminaires, de formation par rapport à des pathologies. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce qu'en fait, la présence des médecins de santé scolaire dans un premier lieu, au niveau des UNEBS, c'est l'éducation sanitaire. Pour moi, c'est la prévention. On est dans la prévention. Préventif par On est dans la prévention, ça c'est très important. On restera toujours dans la prévention. Il faut accorder une importance particulière à la prévention. Ça a le DPH, mais c'est des conditions du passé. C'est pour ça qu'on a allégé la cible. On a des moments où ça de faire le dépistage de tous les élèves et de les rappeler chaque fois, alors que peut-être il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, grosso modo, il y a mis mon point de vue par rapport aux orientations de la santé scolaire. Je tiens à vous informer que Inch'Allah va organiser un séminaire d'évaluation du programme de santé scolaire à partir du mois de septembre en présentiel. Madame Moussa vient de me dire, en fait, s'il vous plaît, par rapport au bilan, il faut, en plus du bilan global que vous allez nous transmettre sur la base du nouveau support qu'on vous ait transmis, vous nous le transmettez, mais on demande, s'il vous plaît, à chaque wilaya de nous faire une petite analyse. Il y a quand même au niveau de vos wilayas des épidémiologistes qui sont sur place et des médecins qui ont l'habitude de faire des analyses, des commentaires. On peut faire que chaque wilaya nous fasse des commentaires par rapport à son bilan. Pour nous faciliter la tâche. Par exemple, une wilaya de Khimchla, Madabia, d'accord, il va faire le bilan d'activité par rapport à la santé physique, santé communautaire, santé psychologique, mais à la fin, il faut qu'il nous fasse un commentaire.
un commentaire par rapport à son taux du couverture sanitaire. Il va y voir est-ce qu'il est bas, est-ce qu'il est moyen, est-ce qu'il est haut. Et voilà, exactement. Et pourquoi? Et Badassi, il va dire que moi, je n'ai pas atteint l'objectif, j'ai un taux de 89%, mais il dit pourquoi il a atteint 80%. Parce que je ne sais pas, il n'avait pas de médecin assez de médecins pour faire la couverture ou la haja. Donc il doit citer des commentaires pour chaque problème, il donne des commentaires pour nous faciliter comme ça. Qui donne le rapport du wilaya, maintenant je vais essayer de me regrouper l'ensemble des institutions, c'est de trouver une solution globale et au niveau national pour que ce soit une recommandation qui sera prise dans l'instruction qu'on va vous transmettre l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, maintenant, que واحد يدير un commentaire. Par exemple, avec d'exemple. L'année passée, ils ont fait un dépistage, mais il y avait une épidémie quelque part. Pas une épidémie de rougeur au milieu scolaire. Mais ce n'est pas tout le monde qui enregistre tout ça. Pour cette année, nous avons, contre le virus, nous avons eu beaucoup de cas de rougeur au milieu scolaire. Il va attirer notre attention. C'est très important. Donc, le commentaire, ça, c'est très important. Et ce que tu m'avais dit aussi, Bismillah, donc le séminaire, il aura lieu en présentiel. Et le bilan avant septembre. Avant septembre, voilà. S'il vous plaît, maintenant, vous avez assez de temps avec l'évaluation avant septembre. Parce qu'en septembre, on va programmer à la rentrée scolaire le séminaire d'évaluation et de reprise dans le programme scolaire pour l'année 2024-2025. Donc, s'il vous plaît, le bilan par voie numérique, vous avez l'habitude de nous recevoir par voie électronique. Comme ça, on pourra faire la synthèse et d'étudier vos commentaires et vos observations. Et s'il vous plaît, par rapport à peut-être qu'on va voir qui on va inviter, on va essayer d'inviter le maximum de médecins de santé scolaire au séminaire en présentiel, mais s'il vous plaît, on va demander le jour où vous allez avoir à votre séminaire, il faut que chaque coordinateur au niveau de Wilaya demande à ses collaborateurs de santé scolaire, on va vous envoyer le lien de suivre le séminaire par visioconférence. On va le faire pour tout le monde. On va essayer de faire profiter l'ensemble des médecins de santé scolaire pour qu'ils sachent ce qui est en train de se discuter au niveau national. D'autant plus qu'on est en train de revoir le programme lui-même. Exactement. Merci de m'avoir rappelé. Au fait, oui, tout à fait. Il y a le premier séminaire qui va être, le noyau dur qui va commencer à travailler pour revoir le programme, le plan, pour élaborer le plan national, mais c'est organisé aussi de santé scolaire sur une période bien déterminée, avec un expert qui va venir chez Inch'Allah, pour pouvoir revoir un petit peu, avoir un véritable. Donc, voilà. Et Madame Arada vous a demandé aussi, s'il vous plaît, je demande à chaque wilaya de me transmettre le coordinateur de santé scolaire avec ses coordonnées. Ça, ces coordonnées, c'est très important pour qu'on puisse y aller lors des invitations. On saura qui on va inviter, etc. Donc, voici le nouveau mode de travail de santé scolaire. De toute façon, l'année scolaire prochaine, il y aura beaucoup de visioconférences. On ne va pas cesser d'organiser des visioconférences. Je pense que c'est une très bonne méthode d'être en contact permanent avec vous. On ne va pas vous lâcher à chaque fois. On vous lâche dans le permis d'examen ou la haja ou mais on va essayer de vous suivre et de régler. Ça nous permet de régler les problèmes qui sont. Est-ce que je n'ai pas oublié je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire ou là, on va clôturer. C'est bon, Madame Abada. Bon, il y a comme ça, je passe un grand bonjour à toute la famille de la santé scolaire. Ce qu'on a essayé, peut-être il y a eu des moments où peut-être on devait nous orienter et tout ça. Comme vous savez, il y a beaucoup de milliers de contributions à faire en matière de santé scolaire. Nous comptons sur vous, Inch'Allah, et Inch'Allah ils ont parlé de l'ouverture des UDS. Et est-ce qu'il y a un problème? En fait, l'ouverture des UDS, c'est les tributaires d'un autre secteur. En fait, c'est vrai, on voit en fonction du nombre d'élèves qu'il y a.
Et Inch'Allah, on va avoir avec l'éducation nationale, bien sûr, l'ouverture, bien sûr, si le projet d'SPS, c'est notre condition, mais à condition que l'éducation nationale marche avec nous et nous donne les locaux pour pouvoir ouvrir correctement des UPS. Zédik, je t'ai C'est pas l'éducation, c'est les DSP. Les DSP, mais il faut que l'éducation nationale donne les locaux. Et là, il faut dans son accord pour. Voilà, merci à comme ça, au plaisir. Ça. Merci. Merci. C'est bon, merci. Ouais.